Il y a de ça 2 semaines, ceux qui étaient restés jusqu'au bout de la vidéo avaient pu entendre que je souhaitais faire une vidéo de collaboration avec la chaîne Hygiène Mentale. Et je tiens à remercier tous ceux qui lui ont laissé un petit message. Donc on va continuer dans la lignée de la vidéo sur l'art d'avoir toujours raison et sur celle des biais cognitifs, en regardant de plus près nos erreurs de logique les plus communes. Nous allons donc parler de logique fallacieuse. Nous allons voir des exemples dans le langage courant, ainsi que ces mêmes erreurs de logique en politique, dans la pub ou dans tous les médias en général. Et ouais, cette vidéo pourra vous aider à faire votre péteux en soirée en pointant les arguments fallacieux de vos amis. Désolé Michel, je vois que tu essayes de communiquer, mais ce que tu me dis n'a pas de sens. Et c'est pour ça que j'ai demandé l'aide de Christophe de la chaîne Hygiène Mentale, et ça tombe bien, c'est justement une chaîne créée pour permettre aux gens d'aiguiser leur esprit critique. Salut Christophe. Salut Manu. Bah oui, écoute, ça me fait très plaisir de travailler avec toi sur cette vidéo. Mon sujet de prédilection à moi, c'est les croyances. Et surtout les raisons qui font qu'on croit ou qu'on croit pas à des trucs. C'est donc très naturellement que je m'intéresse aux arguments des discours, à leur validité. Je vais essayer de te trouver à chaque fois des exemples concrets. On a tous les deux pensé que 5 logiques fallacieuses n'étaient pas assez, donc on va faire une autre vidéo avec 5 logiques fallacieuses supplémentaires que vous pourrez aller voir sur sa chaîne. Mais on en reparlera en fin d'épisode, pour le moment on se lance dans les 5 premiers exemples. Ok, c'est parti. On rentre donc directement dans le top 5 des arguments fallacieux les plus communs. Numéro 5, l'argument de la pente glissante. C'est l'argument qui consiste à laisser entendre que si on commence à accepter les affirmations de notre interlocuteur, ça en résultera en une situation catastrophique ou ridicule. Un exemple rapide serait de dire, si on accepte de légaliser le cannabis, il faudrait faire la même chose pour la cocaïne, l'héroïne, et très rapidement ça sera le chaos dans nos rues. L'argument de la pente glissante est le fait de dire que si on accepte une affirmation A, alors on devra à coup sûr accepter l'affirmation B, qui implique forcément l'affirmation C, et au final on se retrouvera avec la situation Z qui elle est complètement intolérable. Ce raisonnement peut très bien être valide s'il y a vraiment un lien prouvé entre chaque maillon de la chaîne. Par contre, bien souvent ce n'est pas le cas, rien indique que si on accepte D, on aura forcément E. Cet argument est très pratique pour tourner en ridicule la position de votre interlocuteur en laissant entendre que cette chaîne de conséquences est évidente, qu'elle va de soi et qu'elle est prouvée. Cette technique est souvent utilisée avec la volonté de convaincre un public. Il sera difficile de convaincre votre adversaire avec un argument comme celui-ci. Exactement. Et j'ai trouvé un exemple parfait. Écoute-moi ça. Parce que des bêtises, j'en ai entendu dans ma vie. Des démagogies, j'en ai vu. Mais alors l'affaire du paquet neutre, si nous acceptions le paquet de cigarettes neutre, dans 6 mois, on vous proposera la bouteille de vin neutre. Et c'en sera fini de nos appellations, et c'en sera fini de nos terroirs, et c'en sera fini de la défense de notre savoir-faire. Mais oui, le paquet neutre, c'est la fin de notre terroir, tout à fait. Cette chaîne absurde de conséquences successives est un argument qui est assez convaincant, en apparence, à condition de le dire vite, avec beaucoup d'aplomb, et d'enchaîner rapidement sur un autre point, pour ne pas laisser le temps à votre interlocuteur de faire remarquer votre stratégie. Ici, c'est évident que personne ne lui fera remarquer. Il vante les terroirs au salon de l'agriculture. Mais avouez que, sorti du contexte, ça paraît un peu idiot. La pente glissante, c'est l'argument préféré des pensées extrêmes. C'est que si vous voulez, le fond de la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un mariage? Un mariage, c'est un mot qui veut dire un rempart pour permettre au lieu le plus fragile de la société, c'est-à-dire une femme qui donne la vie à un enfant, que toutes les conditions soient établies pour que ça se passe dans les meilleures possibilités. Vous voyez. Donc après, ça a des quantités de conséquences, mais qui sont innombrables, parce qu'après, ils vont vouloir faire des couples à 3 ou à 4, après, un jour peut-être, je sais pas quoi, l'interdiction de l'inceste tombera, enfin... Mais bien sûr! Si on accepte le mariage gay, un jour, l'interdiction de l'inceste tombera. Si ces gens-là utilisent cet argument de façon aussi désinvolte, c'est parce que nous, les spectateurs, on accepte ça sans broncher. C'est à nous de pas laisser passer ce genre d'argument. Numéro 4, le faux dilemme. Le faux dilemme peut être très trompeur. Cet argument consiste à réduire abusivement le problème à seulement 2 choix pour forcer une conclusion. Cette technique est très efficace et peut être utilisée avec beaucoup d'aplomb pour gagner un argument. Par exemple, soit t'as le bac, soit tu n'auras aucune chance dans la vie. Cet argument est fallacieux quand il réduit un problème complexe à 2 options simplistes, ce qui détourne l'attention des gens des autres options possibles. Ça force donc les 2 options comme étant les seules possibles et une des options est souvent mise en avant par rapport à la deuxième. On peut citer une des nombreuses perles de George W. Bush. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Bah écoute, je sais pas, la Bush, mais ça me parle pas. Je me sens ni proche de tes idées, ni des idées de ceux que t'appelles terroristes.
Je propose qu'on crée un troisième groupe qu'on va appeler le groupe des gens qui pensent ce qu'ils veulent et qui t'en mettent... Mais exactement, oui. Ce type de raisonnement est fallacieux car il se peut très bien que les choix proposés soient tous les deux faux, ou tous les deux vrais. On ne peut pas déduire que l'un est vrai parce que l'autre est faux. Et puis, il pourrait y avoir d'autres possibilités qui n'ont pas été considérées. Par contre, il existe des vrais dilemmes. Par exemple, soit cette molécule a un effet sur ce symptôme, soit elle n'en a pas. Soit vous êtes pour la loi travail, soit vous êtes contre. Donc il faut noter que ce n'est pas parce qu'il y a dilemme que quelqu'un s'intéresse à ce que vous en pensez. Un dernier exemple un petit peu plus subtil, ou vous êtes pour la guerre contre le terrorisme, ou vous êtes contre. Notez que cette dernière phrase ressemble un petit peu à celle de tout à l'heure, mais celle-là, elle, est correcte. D'où l'importance d'être vigilant et de regarder s'il existe d'autres possibilités que les deux choix proposés pour déterminer si l'argument est fallacieux ou pas. Et j'ai un très bel exemple d'utilisation moisie de cet argument. Le fameux dilemme de Lewis. Enfin, peut-être devrait-on dire le trilemme de Lewis, puisqu'il y a 3 choix en fait. C.S. Lewis, c'est pas seulement l'auteur de Narnia, c'est aussi et surtout un célèbre apologiste chrétien. L'apologétique, c'est la discipline qui consiste à chercher des arguments qui permettraient de prouver un dogme qu'on a déjà établi. Bref, c'est déjà une discipline qui est un énorme argument fallacieux à elle toute seule. Le dilemme proposé est le suivant. Lorsqu'il prétend être Dieu, Jésus est soit un vil menteur, genre du niveau d'un démon de l'enfer venu sur Terre pour nous induire en erreur, soit c'est un fou, mais alors du niveau de quelqu'un qui dirait « Regardez-moi, je suis un œuf au plat », soit il est vraiment ce qu'il prétend être, c'est-à-dire Dieu. Il n'y a pas d'autre possibilité. Or, il dit parfois la vérité, voire tel passage des évangiles. Donc, ce n'est pas un menteur. Et il a parfois dit des choses tout à fait sensées. Par exemple, là, il a dit un truc très bien. Donc, il n'est pas un fou. Conclusion, il est vraiment Dieu. Ce genre d'argument ne tient vraiment pas debout. Il peut, bien sûr, y avoir plein d'autres options. Par exemple, il est tout à fait sincère, mais il se trompe. Des gens qui se prennent pour Dieu, il y en a des tas. Même encore aujourd'hui, hein. Mais vraiment des tas. Alors, à l'époque... Ou encore, c'est un mythe. C'est une option qui est sérieusement envisagée par les spécialistes. Il faut l'ajouter. Bref, là où c'est fallacieux, c'est d'essayer de nous cacher les autres alternatives, pour forcer notre choix parmi seulement une petite liste établie pour nous. Numéro 3, corrélation, causalité. Cet argument consiste à laisser entendre que si deux événements évoluent en même temps, alors c'est que l'un est la cause de l'autre. Pour reprendre l'exemple de la semaine dernière, j'ai rêvé que je guérissais mon ami dans mes rêves, mon ami a guéri, donc j'ai guéri mon ami grâce à mes rêves. Il arrive en effet que deux valeurs soient liées, augmentant ou diminuant en même temps, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un lien de cause à effet. Notre esprit a une tendance naturelle et bien compréhensible à déduire directement que l'une de ces deux valeurs agit forcément sur l'autre, mais ce n'est pas toujours le cas. Et il est parfois difficile de déceler les vraies raisons d'une corrélation. Le physicien Henri Brock appelle cet argument l'effet cigogne, en référence à cette anecdote mémorable. On remarque qu'en Alsace, les villes qui ont le plus de cigognes sur les toits ont aussi le plus de bébés. C'est bien la preuve que ce sont les cigognes qui apportent les bébés. Il y a une corrélation entre les deux valeurs, ça se voit bien sur le graphique. Mais les cigognes ne sont pas la cause des bébés. Il se trouve juste que dans les grandes villes, avec le plus de population, il y a plus de maisons, donc plus de toits, donc plus de cigognes. Et il y a aussi plus de maisons, donc plus de familles, donc plus de bébés. Les deux facteurs dépendent juste de la taille de la ville. C'est ce qu'on appelle un facteur de confusion. Et la corrélation peut aussi juste être un hasard. Il existe des sites avec des grosses bases de données, où on peut chercher des valeurs démographiques qui ont l'air d'évoluer ensemble. Par exemple, je vous en ai trouvé 2. Le taux de divorce dans le Maine est vachement corrélé avec la consommation de margarine par personne. Est-ce que manger de la margarine fait divorcer les gens? Bien sûr que non, c'est juste que vu qu'on a cherché dans une immense base de données, c'est normal qu'on finisse par trouver deux courbes qui se ressemblent. Il n'y a aucun lien de cause à effet. Numéro 2, l'argument de l'homme de paille. Cet argument fonctionne en 2 temps. Premièrement, il faut commencer par présenter la théorie de votre interlocuteur, mais de façon volontairement erronée et facile à réfuter. Bref, il faut faire semblant de vouloir être objectif, mais en fait présenter une position que l'autre n'a jamais prétendu vouloir défendre. Deuxièmement, il suffit maintenant de montrer à quel point cette théorie est fausse, et ça c'est facile puisqu'on a fait attention à la présenter comme fausse. On peut ainsi donner l'illusion qu'on a démoli notre adversaire, mais en réalité, on n'a pas démoli l'argument de notre adversaire, mais seulement un argument similaire qu'on a inventé pour l'occasion. Et les politiciens sont des virtuoses de cette technique. Préparez-vous à la prochaine campagne électorale à venir. Ce sera un peu comme les championnats de France de l'homme de paille. Regardez seulement cette image. Avec les Verts, l'écologie, c'est le retour à l'âge de pierre. Je sais même pas quel est le parti qui a osé afficher ça, mais au lieu de proposer un programme, il se contente d'expliquer le programme de l'adversaire. Et de l'expliquer à sa façon, bien sûr.
Les Verts n'ont jamais proposé de se vêtir de peau de bête et de faire du feu avec des silex, faut pas déconner. C'est comme si je te dessinais en caricature avec un gros nez, et qu'ensuite je te dise « Ah, regarde, t'as un gros nez !» C'est un argument aussi très utilisé par les créationnistes, car ils adorent faire dire à la théorie de l'évolution ce qu'elle n'a jamais dit. Par exemple, « Cette tâche est le fruit du hasard, ok, mais celle-là !» On voit joliment dessinés les animaux de la création et un humain. Le dessin laisse entendre que la théorie de l'évolution des espèces prétend que les animaux sont apparus comme ça, par hasard, à partir de rien. Mais c'est justement pas le cas. Le principe de la théorie, c'est l'évolution par sélection naturelle. Il y a sélection. Une sélection, c'est le contraire du hasard. Ce sont les mutations, elles, qui sont aléatoires. Mais ces mutations sont sélectionnées, selon des critères. Au lieu de proposer des preuves de leur théorie, les créationnistes passent des kilomètres de sites web et des heures de vidéos pour déformer la théorie de l'évolution, pour fabriquer une sorte d'homme de paille et le mettre à terre rapidement. Numéro 1, l'argument du vrai écossais. L'argument du vrai écossais est utilisé pour affirmer une généralisation qui a été réfutée en niant la validité du contre-exemple. En général, on peut faire ça en changeant légèrement la définition de ce dont on veut parler. Par exemple, je pourrais dire « tous les Écossais sont roux ». Et là, on pourrait me répondre « ben non, rien sur la photo, là j'en vois au moins un, là il est brun ». Et je pourrais simplement répondre « ah ouais, ben alors c'est pas un vrai Écossais ». Ouais, ou alors « oh là là, les youtubeurs se font grave des thunes ». Bah non, tiens, regarde, il y a un youtubeur ici qui doit pas se faire beaucoup de thunes. Ah mais lui, c'est pas un vrai youtubeur. Cet argument est principalement utilisé pour balayer les témoignages des anciens adeptes. Quel que soit le groupe en question, si la personne a voulu quitter le mouvement, c'est jamais parce qu'elle a été déçue du groupe. C'est toujours parce que, en fait, elle a jamais été un vrai membre du groupe. Par exemple, il est devenu athée? Ouais, mais bon, il a jamais été un vrai croyant. Bah si, lui il l'a été. Il se met maintenant à critiquer l'astrologie? Ouais, mais bon, il a jamais vraiment été astrologue. Si, il l'a été. Il a écrit un livre contre la psychanalyse. Ouais, mais lui, il a jamais été un vrai psychanalyste. Si, il l'a été. C'est pas un vrai écossais, c'est l'argument facile. Et c'est un peu pénible à la longue. Donc si vous voulez aller voir la suite de cet épisode, vous pouvez cliquer ici pour aller vous rendre sur la chaîne de Hygiène Mentale. Christophe, je te remercie d'avoir accepté de faire ces vidéos ensemble. Avant de te laisser, je voulais simplement te demander si tu avais un conseil pour quelqu'un qui souhaiterait mieux comprendre le sujet de la pensée critique. Oh, la pensée critique, c'est un domaine très vaste. L'objectif, c'est de chercher à trier entre la croyance et la connaissance. C'est une méthode qui n'a rien de nouveau, hein. Ça touche à la logique, la philosophie, à l'épistémologie. Elle peut être appliquée sur plein de domaines très différents, tant que l'objectif, c'est la recherche du réel. En français, le mot « critique » finit par devenir synonyme de critique négative. Dire du mal, montrer que les défauts. Mais c'est pas comme ça que je l'entends, moi. Faire une critique de cinéma, c'est évaluer un film, lister ses points forts aussi bien que ses points faibles, pour juger de sa pertinence. On peut très bien faire une critique positive à 5 étoiles. La pensée critique, on l'appelle aussi la pensée sceptique, ou le scepticisme. Et ce mot a aussi divergé de sa définition initiale, pour prendre une connotation péjorative. Si je dis sceptique, on entend qui ne croit pas. Mais l'étymologie du mot sceptique, c'est pas ça. C'est examiner, regarder avec attention, pour évaluer. Être sceptique, c'est pas ne pas croire, c'est examiner avant de croire. Et s'il y a des arguments valides et des preuves suffisantes, le sceptique doit se rendre à l'évidence, et accepter le sujet comme un fait. C'est ça le plus dur. Il faut accepter l'éventualité de devoir changer d'avis face aux faits. Avant de commencer une étude ou un protocole expérimental, il faut parvenir à suspendre son jugement, atteindre une certaine ouverture d'esprit, en mettant de côté ses préjugés sur le sujet. C'est difficile, mais humainement, ça apporte beaucoup. Bah écoute, je te remercie encore une fois Christophe. Maintenant, je vous invite toutes et tous à aller voir sa chaîne. Il traite de sujets similaires de ceux que je traite sur ma chaîne, mais il le fait pour nous apprendre à faire des recherches plus sérieuses. C'est donc une chaîne plus que nécessaire sur YouTube et je vous conseille d'aller regarder toutes ces vidéos de ce pas. Je voudrais remercier tous les tipeurs pour votre soutien et je voudrais aussi remercier tous ceux qui likent et qui lâchent des commentaires sur mes vidéos. Finalement, un merci spécial pour tous ceux qui partagent mes vidéos sur Facebook ou Twitter, c'est vraiment un facteur important pour faire connaître cette chaîne. Donc je ne sais pas encore ce que sera le thème de la semaine prochaine, j'ai quelques textes et quelques idées en tête, mais je ne me suis pas encore décidé. Donc je vous donne rendez-vous samedi prochain pour le découvrir. Salut!
Je propose qu'on crée un troisième groupe qu'on va appeler le groupe des gens qui pensent ce qu'ils veulent et qui t'emmènent... Qui t'emmène autre part qu'en Irak. Ah, d'accord, ok. Bon, ça me convient.